Thierry Roger, Madame Marie-Françoise Hayez, Monsieur Rougier Bernard, Monsieur Bouquet Benjamin, donc absent, et donne pouvoir à Madame Hagenbach, Madame Isabelle Dugaud, Madame Annick Bocula, Monsieur Jean-Luc Léger, Madame Élodie Malhomme, Madame Catherine Debens, Monsieur Serge Durand, Madame Lavorier Dominique, Didier Ternat est absent et donne pouvoir à Denis Priouré, Monsieur Alain Détol, Madame Renée Nicou, Monsieur Alain Roulet, Madame Marie-Hélène Fournet, Madame Jacqueline Labarre, Monsieur Philippe Esterella, Monsieur Philippe Collin, Monsieur Benjamin Simons, Madame Marina Boniface, Madame Nadine Ravet, Monsieur Thierry Letellier, Monsieur Jacques Boeuf, absent et qui m'a donné pouvoir, Monsieur l'héritier Laurent, Présent. Monsieur Pascal Mérigot, Monsieur Véroné Jean-Luc, Madame Laurence Chevreux, Madame Legros-Pierrette, Monsieur Christian Arnaud, Évelyne Panon qui est absente et qui donne pouvoir à Catherine Debens, Monsieur Jocelyn Jean-Louis, Monsieur Roger Fougeron, Monsieur Gérard Romenier, représenté par Chantal Delarme. voilà, tout à fait, j'étais vu Chantal, Monsieur Denis Priouré, Alex Sarra, Didier Miomandre, Claude Bialou, Bertin Valéry présente et Jacques Tournier. Je vais donc désigner un secrétaire de séance. En l'absence de Benjamin Bouquet, ça va être sans doute Benjamin Simons, le Benjamin de l'Assemblée ce soir. Donc Benjamin Simons est désigné comme secrétaire de séance. Concernant le compte rendu, on va passer à l'approbation du compte rendu de la dernière séance du 30 du mois de mars. Est-ce que vous avez des remarques sur ce compte rendu? Oui? Plusieurs remarques. Alors, Stéphane Ducourtu. En page 9, On t'amène un micro. Donc Stéphane Ducourtu pour option. En page 9, dans le débat de l'orientation budgétaire, il est écrit « Monsieur Ducourtu s'étonne de voir qu'il y a des attributions de compensation non négatives ». Non négatif, c'est un point que je ne trouve pas, j'en ai sûrement pas pris. Il s'agit plutôt que je vais donner en fait de la neutralisation de compensation négative. On prend note de cette correction. Et il y a aussi, encore sur le chapitre, le total fait 424 000 euros. Non, c'est pas 424 000, c'est 404 000 euros. Donc, Catherine Devance, mais pour Évelyne Panon. Donc, à la page 11, Évelyne Panon précise qu'elle est dit précisément. Peu importe s'il faille augmenter la fiscalité ou actionner la vente des biens, quel est l'intérêt de déshabiller Paul pour habiller Jacques? C'est un problème de vente de fric. Quand nous, petite commune, nous avons déjà voté le budget. Donc, je voulais le faire préciser. J'ai rappelé que la scène nationale était liée à la filière théâtre de l'aspect scolaire Japon Revolution. Et que si la date n'existait pas, la filière théâtre du lycée serait en danger. Oui, page 11, c'est la même copie que pour Stéphane. J'ai rappelé que les attributions de compensation négatives, et non pas non négatives. Il y a un nom de trop en face avant négatif.
Michel Moine. Remarque pour moi, je ne vais pas parler d'attribution non négative. Je parle sous son contrôle, mais il me semble que Mme Lebeau n'avait pas dit qu'il fallait demander des comptes à l'État au minimum des intérêts de de logement, mais à la banque, me semble-t-il. Madame Lebeau, Pas d'autres remarques? Donc bonsoir à tous. L'ordre du jour de notre conseil appelle ce soir le vote des comptes de gestion et des comptes administratifs ainsi que le vote du budget primitif 2021. Comme pour l'ensemble des collectivités, l'élaboration du budget 2021 s'est effectuée dans un contexte incertain, un contexte de crise sanitaire toujours prégnant, doublé d'une crise économique qui commence à se faire sentir. L'épidémie de la Covid-19 a pesé sur notre budget 2020 avec des dépenses supplémentaires que nous avons dû effectuer et des recettes dont nous avons été privés. Fermeture du centre aquatique et fonctionnement restreint des services enfance-jeunesse qui ont conduit à une perte des recettes tarifaires. Une demande d'aide exceptionnelle a été adressée auprès de l'État dont nous attendons la réponse. Mais cependant, même si de nouvelles mesures de compensation sont annoncées, nous n'avons pas d'informations rassurantes et la prudence s'impose. La construction budgétaire s'est faite à partir du réalisé 2020 en tenant compte de plusieurs choses. Des augmentations rendues obligatoires par la loi ou du fait des marchés publics signés, des recettes très limitées, du processus de redressement financier de notre collectivité à poursuivre, d'un programme d'investissement minimaliste, puisque sont projetées cette année les opérations suivantes, des études limitées pour Rando-Milvache et les PLU, des subventions d'équipement versées à Dorsal et à la Cité de la Tapisserie, des acquisitions d'ordinateurs et de bacs de collecte dont les demandes DETR ont été faites en fin d'année, des travaux de voirie sur la zone industrielle du Mont, la poursuite des travaux rivières, et enfin des travaux de mise aux normes de l'installation électrique à la maison du vieux tapissier. Ce n'est pas le budget que l'on souhaiterait présenter pour une communauté de communes, à la fois administration de gestion et administration de projet. Mais c'est un budget minimaliste et sincère en fonction des capacités financières de Creuse-Grand Sud. Il serait pourtant nécessaire de redonner collectivement à la communauté les moyens d'exercer ses missions, et notamment la première qui est le développement économique, car sans solidarité intercommunale, le territoire ne se développera pas et prendra du retard. Il en va de l'avenir du territoire et de ses habitants. Après cet exercice réglementaire et obligatoire qu'est le vote du budget, il nous faudra nous orienter vers un vrai travail de fond, avec l'engagement fort de tous pour œuvrer pour la communauté dans son ensemble et pas pour des intérêts particuliers. Car ce n'est pas sur de nouvelles économies budgétaires que l'on doit compter, mais bien sur le développement équilibré du territoire. Nous devons nous appuyer sur notre projet de territoire et instaurer une gouvernance forte et participative portée par tous. Mes chers collègues, la communauté de communes, c'est vous tous, et nous devons agir ensemble et préparer l'avenir de notre territoire. Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour. Avant toute chose, je vais vous donner une information concernant la délibération du bureau qui a été prise, il n'y en a eu qu'une depuis le dernier conseil communautaire et qui concerne le déploiement d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique. Donc, le bureau s'est positionné favorablement pour le déploiement d'une candidature creusoise. Et on a validé la proposition du SDEC et du GIP Creuse Habitat pour co-animer et co-porter la réflexion de cette future plateforme. Oui. Oui.
Donc l'amendement vous parle en ordre. Merci. Comme on dit dans cette assemblée, il n'est pas facile de prendre la parole, notamment face à une assemblée nombreuse et la remarquable temps de certains collègues. Pour ma part, j'ai eu l'impression que ma commune et certaines autres dans mon cas étaient un boulet, finalement, que très la Comcom du fait des cadeaux de l'attribution de compensation négative. J'ai lu dans un autre article dans La Montagne qu'il s'agissait pour les communes concernées d'une somme de 50 000 euros. Or, il me semble que sur un budget de 10 millions, cela ne constitue pourtant pas une masse si considérable que ça. Par contre, comment expliquer à mes administrés que la commune doit payer comment expliquer à mes administrés que ma commune doit payer 9 000 euros tous les ans pour services rendus, alors que nos routes sont abandonnées depuis des années, tant et si bien que je vous contrains, après en avoir discuté avec le directeur technique, de faire exécuter les travaux les plus urgents dans le centre-ville. Une route d'ailleurs intercommunale à Saint-Clodo, qui est bien échangée au moins sur une bonne partie avec par le nord du pays. D'autre part, j'aurais aimé connaître le montant de ces attributions négatives, car j'ai pu comprendre qu'au lieu des 4 000 euros que nous avions versés pendant 2 ans, ce sont maintenant donc 9 000 euros que nous devrions payer à la Comcom pour charges transférées. On parle de solidarité pour équilibrer le budget, que chacun doit y mettre du sien. Mais pourquoi ce sont les communes en négatif qui devraient y contribuer? On ne parle pas de celles à qui la Comcom reverse de l'argent. Elle pourrait elle aussi contribuer en laissant une petite part de la contribution. Et j'ai vu cette possibilité des présidents des textes. On exportera peut-être que les devis de Comcom dans les charges de fiscalité. Certes, mais je pense aussi que les commerçants, les médecins, pharmaciens, vétérinaires, lieux culturels, établissements, tout ça sont bien contents de recevoir et commercer avec les habitants des communes rurales et que seule la population de ces devis ne leur assurerait pas une activité suffisante. J'en ai déjà parlé à la présidente et je réitère évidemment. Je souhaite que la compétence voirie soit restituée aux communes ou à défaut pour mon cas que l'on en rende une partie conséquente. En effet, la Commission a transféré sa compétence presque le même jour. Je pense que le kilométrage pèse très lourdement dans le calcul de notre attribution compensatrice négative, alors que le défaut d'entretien est effectivement constaté. On va leur rétorquer que la Commission a fait des travaux sur la commune. 110 000 euros, oui. Certes, mais ce dossier est édité au moment de la fusion. Dans le cadre du transport des bois, l'opération est assortie de 80% du banque, plus de la CDVA. J'en espérais que ces sommes ont été déduites des charges. Nos routes procurent également à la Comcom de la DGS tous les temps. Pour ma part, j'ai répondu favorablement à la demande de la présidente quant au fait de laisser le truc dans le monde de la Comcom, qui est évident à mes yeux. En conséquence, j'apporte toute ma confiance à Valérie Bertin pour la gestion de la Comcom, mais je voterai contre à chaque fois au cas où l'on reviendrait sur une compensation négative et si on recourt aux contribuables. Notre Comcom pourrait faire de bonnes choses, notamment au niveau économique, dont toute la famille pourrait profiter si elle se ressent que c'est prérogative. Il s'agit juste d'avoir un peu de bon sens. Voilà, merci. Merci Nadine pour cette intervention. Ce soir, nous ne reviendrons pas sur les attributions de compensation parce que c'est un sujet qui doit être traité en CLECT et qui nécessitera la réunion de la CLECT. Par contre, nous reviendrons tout à l'heure sur la question du FPIC. Oui, monsieur Moine. Oui, je crois que Mme Ravet pose de bonnes questions qui ne sont pas tranchées depuis trop longtemps. Vous avez raison. Ce qui impacte les attributions de compensation qui ont été neutralisées, mais qui seraient négatives si elles n'étaient pas de votre commune, c'est que les charges que vous avez transférées sont supérieures aux recettes.
La particularité de ces charges transférées, ça concerne effectivement, vous avez raison, les routes. Alors c'est pour ça que moi, ça fait quand même quelques années que je plaide pour que les routes retournent, comme vous venez de le faire, dans la compétence des communes qui en sont les propriétaires. Ça remettra les pendules à l'heure au niveau des attributions de compensation. Ça permettra que des travaux soient effectués sur ces routes, et ça c'est quelque chose d'important. Et ça limitera les sentiments tels que vous avez pu les exprimer, d'être rejetés, ce qui est, je vous rassure, de mon point de vue, ce n'est pas le cas, mais ça limitera d'en avoir en tout cas le sentiment. Ce sont des débats qu'il faut mener de manière assez urgente et rapide, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'elles polluent les relations qu'on peut avoir dans cette assemblée et entre les communes. En ce qui concerne la solidarité, je suis sur la même position que vous concernant le prix. La commune de Busson a bâti son budget sans intégrer cette recette au niveau national. Nous sommes tout à fait disposés, effectivement, sur l'année 2020, puisque c'est ce dont il s'agit, mais même à l'avenir, nous sommes disposés à laisser cette recette entièrement à la discrétion de la communauté de communes. Je pense que ça va dans le bon sens. Et une fois que nous aurons rediscuté des compétences, que là, on se focalise un peu sur la route, mais peut-être d'autres qu'il faut regarder également. Nous aurons probablement, dans le cadre des évaluations de la commission locale d'évaluation des charges transférées, nous aurons probablement le constat qu'effectivement, nous n'avons plus de communes qui sont assez négatives. Voilà. Donc je partage bien volontiers ce que vous venez d'exprimer. Madame Chaud. Oui, aurons-nous l'occasion de nous exprimer clairement sur le SPIC, ou puis-je le faire maintenant, ou dois-je le faire maintenant? Le débat sur le FPIC fera l'objet d'un rapport tout à l'heure. Vous pourrez tous vous exprimer à ce moment-là. Mais après, à tout moment, vous pouvez intervenir aussi si vous souhaitez. Bien sûr, mais par rapport au SPIC, tout à l'heure. Je vous propose que nous passions donc. Il y a d'autres interventions? Que nous passions donc au premier point concernant l'approbation des comptes de gestion. Et je remercie ce soir M. Grégory Ferrandon, que vous connaissez tous, puisque c'est le conseiller au décideur, qui nous aide donc, quotidiennement et qui vous aide aussi dans nos communes, et donc qui est à nos côtés ce soir pour nous assister dans notre conseil. Oui, avant de passer à la parole à M. Ferrandon, qu'on remercie à nouveau, un rappel rapide du contexte dans lequel nous évoluons. Je pense que nos débats sur les comptes de gestion, les comptes administratifs peuvent être rapides. Je tenais à redire que je pense que ce budget a été concerté largement. Je rappellerai la tenue d'une commission financière le 17 février ici même à Vallière. La tenue du GOB le 18 mars à Felta, le débat d'orientation budgétaire, grâce au travail de Virginie Guénaud, la DGS et de ses équipes. Je pense que vous avez été largement alimentés en information de toutes parts pour essayer d'y voir plus clair. Le contexte, rapide, vous savez qu'on évolue depuis 2017 dans un contexte avec un déficit qui est de près de 4 millions d'euros. Ce déficit a été, on a tenu le plan de redressement de la Chambre régionale des comptes, on les a bien tenus de 2017 à 2019, et vous savez que pour cette année, vu le contexte du Covid qu'on a largement expliqué, on devait terminer avec un résultat de plus de 115 000 euros et qui, vous le verrez, est réduit à 43 000 euros, ce qui fait qu'on ne tient pas le plan de redressement. Au lieu on est à fin 2020, on est à moins 1 34 000 euros, alors qu'on aurait dû être à moins 963 000 euros 600 grâce au dialogue régulier avec M. Matamala de la Chambre régionale des comptes, en coordination, je tiens à le dire, mais M. Ferrandon vous le redira,
sont coordonnés au nom de la logique comptable. On le redira aussi, mais je pense que la Chambre des comptes pourra comprendre que notre plan de retraitement, pourquoi il n'est pas tenu, et on peut espérer qu'au-delà de 2022, qu'il soit revu, et à deux conditions. C'est de présenter des budgets les plus sincères possibles, et là je tiens à rappeler le travail de Virginie, au plus près des détails, de tous les composants du budget, mais aussi il faudra faire la preuve d'un véritable esprit communautaire, comme vient de le rappeler la présidente. Voilà, je tenais au préalable à dire tout ça et la difficulté qu'il y a eu, puisque vous savez bien que dans la composition de notre budget, on a des dépenses incontournables et qu'aujourd'hui, il faudra faire des choix pour donc équilibrer ce budget. Donc on va avoir l'occasion de reparler des solutions dans le FPIC ou d'autres solutions, bien naturellement. Voilà, M. Ferragan va vous présenter les comptes de gestion. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc, je vais procéder à la présentation des comptes de gestion. On va commencer par celui du budget principal. Donc en dépenses d'investissement, cette année, la communauté de communes a dépensé 1 410 692,39 € et encaissé 1 511 706,47 €, soit un excédent de 101 014,08 €. À ce résultat s'ajoute celui de l'intégration du budget annexe des ADS, à hauteur de 14 079,41 €. On retranche à ces résultats le déficit des années antérieures qui s'élevait à 781 417,08 € et nous arrivons à un résultat de clôture pour l'exercice 2020 pour la section d'investissement à moins 666 323,59 €. Pour la partie fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 8 772 139,28 € et les recettes à 9 327 215,24 €, soit sur l'année écoulée un résultat de l'exercice de 555 075,96 €. À ce résultat, on rajoutons l'intégration de la dissolution de SCI départementale à hauteur de 37 306,87 €, auquel on rajoute les résultats des années antérieures, donc l'excédent cumulé qui est de 70 818,43 €, nous arrivons à un résultat de fonctionnement affecté de 663 201,26 €. Donc par rapport à ces comptes de gestion, y a-t-il des voix contre, des abstentions? Donc nous vous remercions. Merci M. Ferragan. On passe à l'approbation des comptes administratifs. Oui, je suis trop rapide. Bien, nous allons passer maintenant à la présentation du compte de gestion du budget annexe banque. Donc le SPANC, en investissement, une recette de fonctionnement de 5 centimes qui se cumule à l'excédent de 447 447 € sur les années antérieures, pour porter votre résultat de clôture à 4 447,05 €. En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 38 425,85 € et les recettes de fonctionnement à 32 381 €, soit un déficit de fonctionnement de 6 044,85 €. Ce résultat de l'exercice est réduit par l'excédent que vous aviez sur les années antérieures de 2 732,18 € pour arriver à un résultat de clôture de négatif de 3 312,67 €.
continuer sur le budget annexe, une fois. Donc on va passer maintenant au compte de gestion. Compte de gestion, budget annexe, l'atelier relais. Donc sur l'atelier relais, en dépenses d'investissement, les dépenses se sont élevées à 8 183,08 et les recettes d'investissement à 7 873,65, soit un déficit de 309,43 € qui se cumule au déficit des années antérieures qui était de 7 873,65. On arrive à un résultat de clôture de l'exercice 2020 de négatif de 8 183,08. En fonctionnement, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 4 062 € et les recettes de fonctionnement à 36 386,30, soit un excédent sur l'année écoulée de 32 385,68. Excédent qui se cumule à celui des années antérieures qui était de 3 098,49. Et on arrive à un résultat de fonctionnement de 35 484,17 €. Juste, je voudrais préciser que j'ai commis une erreur dans ce tableau. Simplement, en fait, j'ai repris uniquement le total de fonctionnement, alors que j'aurais dû enlever la part d'investissement, qui est de 7 873. C'est vraiment qu'une question de présentation dans le tableau. Évidemment, ce que vient de dire M. Ferrand, vous l'avez eu dans le compte de gestion, il était exactement au même prix. Donc en fait, c'est la dernière case du résultat de clôture, 3 098,49, qu'il faut ajouter aux 32 385,68, qui donne donc 35 484,17. Je vous prie de m'excuser. Le problème étant que nous n'avons pas les mêmes chiffres, nous n'avons pas les chiffres. Donc on est en train de voter quelque chose que l'on n'a pas sous les yeux. Ah non, on n'a pas les chiffres. Là, c'est les comptes de gestion, il y aura les administratifs et les honneurs. On n'a pas les mêmes chiffres. Mais là, on est dans le compte de gestion. Oui, là, je les ai sous les yeux, le compte de gestion. Et on n'a pas les mêmes chiffres. Alors, non, ce que je comprends, madame, c'est que moi, j'ai fait les contractions et vous auriez souhaité qu'il y ait les dépenses et les recettes écrites en clair. Hein, c'est ça? Alors, après, ils étaient dans les annexes, puisque là, pour le coup, vous aviez les comptes de gestion dans leur complétude. Les annexes, elles étaient toutes fournies avec la convocation. Donc le résultat de clôture indiqué, il est celui en fait de la contraction des dépenses et des recettes pour 2019 et puis pour 2020 aussi, c'est indiqué uniquement le total. Par exemple, les 309,43, comme vient d'expliquer M. Ferrand, c'est la contraction pour l'ensemble de l'investissement. Alors, je continue. Donc, en investissement, ça fait moins 8 183,08. En fonctionnement, en fonction de ce qu'on vient de dire, ça fait 35 484,17. Et donc, quand on additionne ces deux chiffres, le montant qui est au total et qui donc se trouve au compte de gestion, c'est 27 301,09. On n'a pas du tout ça. Mais je vous dis que je suis en train de vous proposer de corriger le tableau. Mais dans le fonctionnement, c'est comme on n'a pas ces chiffres non plus. On n'a pas de total, on a quelque chose de totalement différent. Juste à changer la colonne fonctionnement, le résultat de clôture de l'exercice 2020 en fonctionnement. Ça va être 3,85. Eh bien, je n'ai pas 33 ni 35, j'ai 32, 385 sur 2020. Et après, ça va être les 7 873, et ça fait 35,84. Pardon? Si tu enlèves les 32, 385 et 7 000, alors attends. Donc, t'enlèves les 7 873 à 10 972, qui sont affectés à l'investissement. Mélanie,
Michel. Donc ça fait A moins B plus C égale D. Non, c'est bon. Je ne sais pas. Moi, ça marche, mais il y a bien corrigé ce niveau. une bigo, ça serait bien si on avait une projection. Peut-être qu'on arriverait à comprendre, mais je ne suis pas sûre que tout le monde est convaincu. Monsieur Ferragan peut éclaircir, si vous voulez bien. Ça serait bien. Donc, si on reprend les chiffres que vous avez dans le tableau, donc les 32 385,68, c'est le résultat de clôture de l'exercice 2020. En fait, ce résultat-là, il faut additionner le résultat de clôture qui est en haut, 10 972,14, moins la part affectée à l'investissement de 7 873,65. Donc les 10 972,14 moins 7 873,65, cumulé aux 32 385,68, on arrive à 35 484,17. L'explication, c'est que au niveau de l'investissement, on est correct pour la clôture 2019. Au niveau du fonctionnement ici, les 10 972, c'est bien ce qu'on avait eu en 2019. Mais on retranche 7 873,65 parce qu'on en a besoin en investissement. Et donc, il nous reste 3 098,49. Et moi ici, dans mon total, j'ai, excusez-moi, mais bêtement additionné les 10 000 et les 32 000, alors que ces 32 000 là, ils allaient avec ces 3 000 qui sont là-haut, ici. Donc les 43 000 qui est ici, il faut le supprimer et il faut remettre 35 484,17. Et de l'autre côté, il faut remettre 27 301,09. Voilà, et excusez-moi. Bravo, c'est du direct. Merci, ça va beaucoup mieux. Et je voulais rajouter aussi, je ne sais pas si M. Ferragan le sait, mais il y a eu au démarrage de cette opération il y a de nombreuses années un différé entre le début du remboursement des emprunts et le début de la perception des loyers. Ce qui fait qu'on a forcément un décalage tous les ans, décalage qui sera comblé à la fin du crédit bail, puisque lorsque nous aurons fini de rembourser l'emprunt, il y aura encore quelques mensualités, une ou deux, je ne sais plus exactement combien c'était, qui resteront à percevoir et qui remettront en fin de crédit bail l'opération à zéro. Voilà, donc il faut rechercher la cause à la signature du crédit bail et du plan de son paiement. Merci pour ces précisions, M. Moine, parce que non, je ne le savais pas. Ça permet d'expliquer effectivement un peu la situation. Alors, nous allons passer maintenant au compte de gestion budget annexe, la ZAE. Donc sur la ZAE, c'est assez rapide, puisqu'en investissement, pas eu d'opération particulière. Donc pas d'investissement sur une ZAE, puisqu'on est sur de la gestion de stock. Donc les comptes sont à zéro. Et en fonctionnement, c'est un résultat de clôture négatif de 22 425,96 €. Donc les 22 425,96 correspondent en fait à un produit de vente qui pour l'instant n'a pas été réalisé, et qui a été inscrit en produit à rattacher. Pour l'instant, la signature n'a pas eu lieu. On a toujours ce déficit qui court sur ce budget.
Dernière chose, le budget des ADS. Alors, le budget des ADS, assez rapide, puisque vous avez un résultat de clôture de 14 079,41 en 2019, et ce budget a fait l'objet d'une dissolution en cours d'année, enfin le 31 décembre 2020, donc sur l'année 2020, il ne s'est rien passé, donc c'est simplement acté sur le compte administratif qu'il y a une reprise du résultat de l'année 2019 de 14 079,41, résultat qui par ailleurs se retrouve sur votre budget principal sur la section d'investissement. Donc pour l'ensemble des budgets annexes, est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Présidente, tu prends la parole. Virginie, les projections? Tu prends le micro? Alors je vais aller très rapidement. Ce que je vous projette, c'est en fait le compte administratif, mais avec les taux d'exécution. J'ai fait essentiellement la section de fonctionnement. On voit que pour l'ensemble du fonctionnement, la communauté de communes a réalisé en 2020 92% d'exécution par rapport à ce qui avait été prévu, en sachant que le budget avait été voté au milieu de l'année. Avec une décision modificative au 14 décembre. Alors, on avait une opération d'ordre qui est beaucoup plus importante, qui passe à 139%. Alors, nous n'avons pas dépassé les crédits. Ces opérations d'ordre sont en fait les opérations de cession qui ne s'inscrivent pas en fonctionnement, mais en investissement. Et à la fin de l'année, en fait, on fait des opérations comptables qui ramènent du fonctionnement vers l'investissement. C'est pour ça qu'on voit apparaître en fait un réalisé plus important. Et donc les 139% sont liés à ces opérations comptables. Pour le reste, vous voyez, ça a été pratiquement partout des taux d'exécution très importants, sauf pour les charges exceptionnelles. Alors nous avons à la fois dans les charges exceptionnelles les montants d'aide aux entreprises qui n'ont donc pas été complètement toutes distribuées, et puis il y avait une autre charge et je ne l'ai plus en tête, désolée. Sur les recettes, on a là 98,6% des recettes qui ont été réalisées. Là aussi, c'est vrai que le fait d'avoir voté le budget en milieu d'année permettait d'être au plus près. Cependant, on voit que... Alors, on dépasse en atténuation de charges, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Les atténuations de charges, dedans, c'est essentiellement les indemnités journalières. Ça veut dire qu'il y a donc eu plus d'arrêts maladie au niveau de nos agents. Par contre, pour les produits de service, on a uniquement 76% de réalisés. Donc le prévu que vous aviez voté était déjà en diminution par rapport à l'année 2019, puisqu'il y avait plus de 600 000. Il avait été proposé 543 000 et il n'y a eu de réalisés que 415 000. Et pour l'essentiel, on en a parlé déjà c'était lié à la fermeture de la piscine et de quelques autres services, notamment crèches et centres de loisirs, notamment sur la période de mars à mai. Les autres exécutions sont plus cohérentes, sauf donc au 74 sur les dotations et participations, il était prévu 1 638 000 et on voit qu'on n'a eu que 1 488 000. Donc, je vous avais parlé notamment
des recettes réduites au niveau de la CAF, notamment par la décision de la CAF de verser directement aussi les bonus CTG aux associations en fin d'année 2020. Donc ils ont changé la modalité de paiement en fin d'année, ce qui fait qu'on n'a effectivement pas pu le revoir. Enfin, sur les produits exceptionnels, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme les cessions s'inscrivent en budget, en investissement et qu'ils se réalisent en fonctionnement, ici on voit que dans les produits exceptionnels, dans les 223 000 €, il y a les 2 cessions de biens que nous avions fait, ce qui fait qu'on dépasse de 157, enfin de 57%. On dépasse le prévisionnel, mais voilà, ça se justifie par ces cessions. Ensuite, je vous ai fait une proposition de présentation du budget en fait par politique publique. Je vais expliquer parce que je pense que les pourcentages sont trop petits. Donc, dans le premier vert, le 0,1, c'est tout ce qui est non ventilable. Dedans, on va avoir par exemple nos intérêts d'emprunt, des choses comme ça. Et on a aussi donc, le FNGIR, l'attribution aux communes. C'est l'essentiel de ce montant-là et ça équivaut à 31% du budget de la collectivité. Donc le suivant en bleu, 0,2 à l'administration générale, donc c'est à 8%. Ce qui correspond à ce qui n'est pas actuellement redistribué dans les services et qu'il faudra faire en comptabilité analytique. Ce n'est pas encore le cas, donc ça va être pour le coup les services RH, Finance et moi-même, on n'est pas redispatché dans les services. C'est un travail que je propose de faire plus tard parce que je trouve que ce serait cohérent que tout soit redistribué en fait. La culture pour 4%, le sport pour 10%, l'enfance-jeunesse 10%, le logement 1%, les déchets qui sont le plus gros vert aussi de ce côté-là, qui sont donc le service le plus important de la collectivité, 22%, la voirie fait 4%, l'environnement 1% en fonctionnement, mais bien en fonctionnement. Les interventions économiques 6% et l'aide au tourisme 3%. Enfin, je remets ce qu'on avait présenté lors du débat d'orientation budgétaire, mais qui vient en fait d'être aussi expliqué par Grégory Ferringant, c'est-à-dire l'ensemble de nos opérations de l'année. Je vais reprendre ce que vous avez pour qu'on parle des mêmes choses. Voilà, donc vous avez dans votre tableau, aux lignes 1, 2, 3, 4, 5, à la ligne 5, vous avez la clôture de l'investissement qui est à moins 680 403 € et la clôture du fonctionnement qui est à 625 894,39 € auquel il faut déduire les restes à réaliser. Donc là, sur ce qui est projeté, on a les dépenses et les recettes qui ne sont pas contractées, alors que dans votre tableau, vous avez la contraction. Donc 42 897 moins 141 114,13. Alors j'aurais dû le faire dans le sens. Les recettes, dans les dépenses. 141 114,13 moins 42 897 donne 98 217,13. Donc l'ensemble de ces dépenses et recettes nous fait un solde disponible de 43 708,52 quand on a compensé, on va dire, le déficit d'investissement qui est de 582 185,85.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Pour moi, très claire. Le micro. Nom, prénom, micro. Marie-Françoise Allier pour Robusson. Sur les intérêts emprunts, vous ne pouvez pas les redispatcher par nature. Mais les emprunts sont bien fléchés. Alors, je n'ai pas été assez précise et je vous prie de m'en excuser. Il y a pas mal d'emprunts qui sont bien dispatchés en fonction des voiries, piscines, etc. Ceux-là sont assez faciles en fait à dispatcher et c'est le cas. Par contre, notamment la ligne de trésorerie qui a été refinancée, elle est restée au 0,1. D'autres questions? On peut le voter. On votera après le budget annexe après ou oui, si vous voulez bien. On va tout voir sur une seule chose. Voilà. Donc tu continues? Tu n'as pas de décorum? Ah d'accord. Tu continues à les commenter s'il te plaît? Vous êtes tous sous les yeux. Alors, là, il faut juste reprendre votre document. Donc, pour le j'ai pas été vraiment là. Donc, page 11. Donc, pour le budget annexe du SPANC, nous avons un total d'investissement à 4 447,05 en reprenant et 2020 et les années précédentes. Il n'y a pas de reste à réaliser. Je vais regarder. Pour le fonctionnement, on a un total de clôture à moins 3312,67. L'ensemble apparaît donc à 1134,38. Sur les ateliers relais, on a un résultat d'exercice de 309,43 auquel il convient d'ajouter, en négatif, mais d'ajouter 7 873,65, l'ensemble faisant moins 8 183,08. Le résultat de l'exercice 2020 en fonctionnement, c'est 32 385,68. Auquel il convient donc d'ajouter les 3 098,49 qu'on a vu tout à l'heure, ça nous fait bien 35 484,17 et le total fait 27 301,09. Pour le budget annexe des zones d'activité, il n'y a que le résultat de fonctionnement négatif de moins 22 425,96. Et enfin, pour les autorisations des droits des sols, il n'y a rien du tout en 2020 et le résultat antérieur reporté de 2019 au 14 079,41 en investissement. Des questions? Donc cette fois-là, vous demandez à la présidente de nous quitter quelques secondes. Alors pour l'ensemble du compte administratif, sur le budget principal et sur les budgets annexes, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour votre confiance et l'approbation. Donc nos comptes administratifs sont votés. Madame la Présidente, vous pouvez revenir. Oui, Jérémy, je te repasse la parole au Président pour l'affectation des résultats. Merci. Nous allons donc passer à l'affectation des résultats. Alors, pour le budget principal, je vous propose d'affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit. À titre obligatoire, au compte 1068, donc pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement,
la somme de 568 106,46 €. Le solde disponible, soit 95 094,80 €, sera donc affecté en affectation complémentaire en réserve au compte 1068 pour 57 787,93 € et en excédent reporté de fonctionnement à la ligne 002 37 306,87 € qui correspond au montant du SME de la Creuse. Donc, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. On poursuit avec l'affectation des résultats des budgets annexes. Pour le SPANC, donc il vous est proposé d'affecter le résultat déficitaire de fonctionnement à titre obligatoire au compte 002, un déficit de fonctionnement reporté, et donc la somme de moins 3 312,67 €. Je vous propose qu'on les vote tous ensemble, ou un par un. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Pour le budget annexe de l'atelier relais, donc il vous est proposé l'affectation suivante, donc affecter un résultat excédentaire de fonctionnement au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, la somme de 8 183,08 €. Le solde disponible, soit 27 301,09 €, sera affecté donc en affectation complémentaire en réserve au 1068, on n'est rien, mais en excédent reporté de fonctionnement sur la ligne 002, 27 301,09 €. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Pour le budget annexe, donc de la ZAE, donc le compte administratif du budget annexe des ZAE présente donc un déficit cumulé de fonctionnement de 22 425,96 €. Il est donc proposé au Conseil d'affecter le résultat déficitaire de fonctionnement au compte 002. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Nous passons donc à l'examen du rapport suivant, rapport numéro 4. Oui, monsieur Augustin. Oui, merci. Je voudrais profiter de la présence de Grégory Ferrand pour souligner un point qui, moi, me pose difficulté, et singulièrement pour ensuite le prochain budget, c'est la TOM. Quand on regarde page 127-128 du compte administratif, l'annexe, qui retrace les opérations qui sont intervenues en dépenses et en recettes réelles, on s'aperçoit qu'on a 2013 € de recettes et 1 869 000 de dépenses. Autrement dit, un delta positif de 144 000 €. Ce service, aujourd'hui, est totalement intégré dans le budget principal. Il ne fait pas l'objet d'un budget annexe. Ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas interdit d'avoir un budget annexe s'agissant d'un service payant qui est financé par une taxe qui est dédiée à ce service, et donc la TOM. 144 000 € d'excédent, alors que nous terminons le compte administratif avec seulement 43 000 € d'excédent, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'équilibre financier global de la communauté de communes, il est assuré par la TOM et pas par les recettes propres du budget principal. Ça pose, je comprends Madame Legault que vous réagissiez, ça pose une question parce que quand on nous explique que nous n'avons pas le premier euro pour remplacer un véhicule de ramassage des ordures ménagères, la démonstration est faite par les chiffres, que les 144 000 € d'excédent devraient être consacrés effectivement au renouvellement du matériel roulant, des containers, etc.
Voilà, donc j'avais écrit il y a quelques temps à Didier Terrain, mais qui n'est pas là ce soir, pour lui demander quelle était un petit peu la situation de son point de vue de cette demande de budget annexe. Je n'ai pas sa réponse pour l'instant, mais je constate, si on remonte sur les années antérieures, qu'on a des situations très diverses selon les années d'ailleurs. En 2017, un déficit de 395 000 €, c'est quand même assez étonnant. En 2018, un excédent de 54 000, en 2019, une perte de 55 000, et donc en 2020, de 144 000. Moi, je crois qu'il faut reprendre cette question à bras-le-corps parce que c'est un service essentiel, le ramassage des ordures ménagères. On ne pourrait pas comprendre que demain, on explique qu'on ne va plus les ramasser parce que des camions en panne, on ne peut pas les remplacer. Donc, je renouvelle ma demande de création d'un budget annexe sur les ordures ménagères, qui, alors certes, on a une vision qui permet de retrouver la réalité du compte analytique dans le budget principal, mais il faut le chercher un petit peu, alors que sur un budget annexe, on serait certain que la recette dédiée serait bien employée au financement du service. Oui, Gigi Ternan, voilà, tu viens d'annoncer des chiffres. Le budget donc, est loin d'être excédentaire sur plusieurs années, puisqu'il y avait un déficit important en 2017. Donc sur le long terme, on ne peut pas tellement prouver, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici et là, que les excédents des ordures ménagères, ce budget-là, pouvaient couvrir les déficits du fonctionnement. Parce que je crois que ça n'est pas vrai. Alors, faire le budget annexe, je crois qu'on a tous la volonté d'y aller. Mais je crois que M. Ferragant peut compléter, puisque c'est un sujet aussi qu'il a pu aborder. Il y a le risque qu'il faudra que ces budgets soient équilibrés par les taxes des habitants, mais ce n'est pas des budgets qui doivent s'équilibrer, mais qui ne doivent pas faire non plus rechercher la recherche d'excédent à tout prix, sinon d'avoir des capacités d'investissement suffisantes pour effectivement renouveler les bennes. Je crois que M. Ferragant a des choses plus précises dans ce domaine-là. Plus précis, je pense que vous avez un petit peu tout dit. Donc effectivement, le budget annexe, ça me paraît effectivement une bonne option. Ça permet vraiment d'avoir une visibilité complète de ce qui se passe sur cette activité-là. Après, effectivement, comme vous soulignez, effectivement, le taux de la taxe, en fait, elle est là pour équilibrer le budget. Donc, j'ai envie de dire, le but, en fait, si la création d'un budget annexe, c'est vraiment de faire très attention à cette taxe-là, puisqu'elle ne doit pas, effectivement, générer l'excédent. Elle est là juste pour équilibrer. Pour rappel, cette année, la jurisprudence a sanctionné un certain nombre de collectivités qui, justement, en augmentant un petit peu leur TOM, ont généré des excédents. Donc là, la jurisprudence a frappé, les collectivités se sont vues impactées directement sur leur fiscalité directe locale par des prélèvements de l'État. C'est l'arrêt Auchan à Lille en 2016. Probablement. Mais effectivement, on a été donc alerté sur ce sujet cette année. Et voilà, pour être tout à fait très clair avec vous, au niveau de la communauté de communes, vous êtes sur un taux qui, par rapport au coût de service, est juste à la limite. Donc voilà, à manier avec précaution. Mais je pense effectivement que le budget annexe pourrait permettre d'y voir beaucoup plus clair, savoir exactement où est-ce qu'on met les pieds, et faire donc très attention avec ce taux de taux. Et j'en profite, M. Ferragant, question. Une fois que c'est livré ce budget annexe, est-ce qu'on peut faire comme pour par exemple les budgets de l'eau dans nos communes, si par malchance on aurait un déficit sur ce budget, est-ce que exceptionnellement il peut être comblé par un excédent de fonctionnement sur le budget principal? Pourrait. Et sur une tolérance. En principe, non, puisque vous êtes avec une taxe qui doit justement permettre d'équilibrer le budget. Après, le nom ne veut pas dire forcément réglementairement, absolument non. Mais en règle générale, tout comme vos budgets annexes assainissement pour les petites collectivités, souvent on insiste sur le fait qu'il doit être en équilibre. Et pour équilibrer un budget annexe, la plupart du temps, c'est sur le coût du service qu'il faut ajouter.
Et après, de façon exceptionnelle, si l'agissement sur le coût, sur la taxe, sur le prix est trop important et qu'il ferait supporter en fait un équilibre du budget à l'ensemble de la population, à ce moment-là, oui, il est toléré que le budget principal, on va dire, puisse équilibrer les finances du budget annexe sans trop faire supporter la charge au repas. Mais ça doit rester effectivement exceptionnel. Oui. Oui. Et pour finir, Michel, le budget annexe ou pas, là, si on devait changer par exemple un camion, on est dans la capacité pour l'instant d'emprunter. Donc, un budget annexe qui cette année dégagerait 144 000 €, ça commence à pouvoir financer un camion. Mais si on rajoute des recettes de ETR sur la même, etc., on n'est pas loin. oui. Moi, dans cette affaire, je sépare vraiment la théorie de la pratique. Dans la théorie, je pense qu'on ne peut pas répondre à un budget annexe qui est censé s'équilibrer lui-même. C'est la théorie. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, ça a été dit, donc on a cette année, enfin l'année dernière, on avait un excédent de 144 000 €, en réalité 93 si on enlève la dotation aux amortissements. Mais peu importe. C'est équilibre en recettes et en dépenses. Tout à fait. Mais ça, c'est la théorie. Donc elle ne sera pas. Après, il y a la pratique. C'est-à-dire que ce dont j'ai peur, et c'est pour ça que malgré tout l'acharnement de Pierrette, je n'avais pas souhaité dans le passé, la crainte que je peux avoir, moi, c'est que la TOM, et ça a été dit, doivent équilibrer ce budget annexe. Et ce dont j'ai peur, au vu de ce qu'on dit, je ne suis pas spécialiste du tout des ordures ménagères, mais j'essaie d'écouter et de comprendre ce qu'on me dit. On me dit que la TGAP est appelée donc à augmenter de façon extrêmement importante, voire exponentielle dans les années qui viennent. Je rappelle que la TGAP donc, est payée par le prestataire qui traite nos ordures ménagères et qui, évidemment, parce que ce ne sont pas des philanthropes, le répercute sur nos budgets. Donc, on me dit que sur l'enfouissement, on va vers un triplement de la TGAP sur les 5 ans qui viennent. On me dit que sur le fait de brûler l'incinération, on va passer de 15 € à 25 € la tonne dans les 5 années qui viennent. Nul ne sait, et je pense que Claude va pouvoir nous en parler puisqu'il a participé à une réunion très importante cet après-midi, nul ne sait si on va pouvoir trouver un exutoire auprès de l'incinérateur de Limoges. Donc vous comprenez bien que j'ai beaucoup de crainte, je ne parle que pour moi, mais j'ai beaucoup de crainte de voir demain la TOM s'envoler, accompagnant l'envol de la TGAP. Voilà. Comment faire autrement? En faisant pas un budget. Mais même si tu n'en fais pas un budget, tu ne peux pas équilibrer ton service par le budget principal. Donc ça n'a pas de sens. Si. Moi j'ai peur que ce soit une fiscalité déguisée qui se cachera derrière cet envol risqué de la TOM. Et si je me trompe, je serais vraiment très heureux de me tromper. Moi, la seule peur que j'ai, c'est que l'envol de la TGAP se répercute mécaniquement sur l'envol de la TOM. C'est une charge qui vient extérieurement, qui n'est pas liée à... En préambule, j'ai parlé d'un travail de fond, et quand je parlais de travail de fond, cette question, bien sûr, des OM était présente dans mon esprit. Ce sera le travail de la commission et des élus référents sur le dossier. Vous serez bien sûr associés à ce travail, mais là on a un petit peu débordé en fait, parce que c'était le rapport numéro 6, je crois, et Virginie vous avez préparé une petite présentation. Alors, ce que je vous propose, c'est, est-ce qu'on la fait maintenant, puisqu'on est dans le débat concernant le vote de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou est-ce qu'on reprend tout à l'heure le débat? Peut-être que Virginie, tu peux faire maintenant, passer ta diapositive, qu'on est dans le vif du sujet, et après on n'aura plus qu'à voter le taux tout à l'heure. Donc ça c'est sur vraiment la partie fiscalité de l'ATOM, où c'est la page 10 pour toi et c'est la page 20 pour les élus. Merci beaucoup. Donc pour le taux, on les a laissés au même montant. Par contre, effectivement,
si le CA partait, lui, sur un excédent, le budget primitif part sur un léger déficit. Le léger déficit étant de 11 604,44. Alors pour le coup, je n'ai pas fait la contraction des amortissements. Par contre, ce léger déficit, effectivement, n'a pas souhaité pour... Enfin, ce qui vous est présenté, et vous en délibérerez tout à l'heure, c'était de partir sur un maintien des taux, parce que les changements qui vont arriver au niveau des déchets ménagers sont importants. Donc, je vous ai fait un point, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, donc je vais lire pour vous. Je vous ai fait un point sur comment on s'organise aujourd'hui. Donc, la TOM, comme on vient de dire, finance à la fois donc, les recyclables secs, avec des soutiens, et les ordures ménagères résiduelles. Dans les recyclables aujourd'hui, nous avons ce qui arrive en colonne, qui est collecté, transporté et traité par Suez, et depuis je ne sais plus quand d'ailleurs, depuis janvier, l'ensemble s'en va à Poitiers, mais sans surcoût, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous avons réussi à négocier avec Suez, c'est le changement de transport n'a pas eu de surcoût au niveau des recyclables en colonne, et ça c'est vrai jusqu'au 31/12/2021. Pour les sacs jaunes, ils sont collectés en régie. Par contre, ils sont transportés par une entreprise qui les amène à Saint-Sylvain-Baroque jusqu'au 30 juin. Ensuite, parce que Saint-Sylvain ne pourra pas s'occuper des nouvelles consignes de tri, nous avons proposé de basculer vers Poitiers. Ce changement de modalité pour les recyclables nous amène en fait à un surcoût de transport. Pour ne pas le supporter, nous avons proposé de modifier les rotations. Il faudrait plusieurs rotations d'une benne normale d'environ 30 mètres cubes. Donc nous avons proposé de mettre en place des remorques de grand format, ça s'appelle des FMA, fonds mouvants alternatifs, qui font jusqu'à 90 mètres cubes. Donc ça nous permettrait de faire moins de rotations de transport. Ce qui fait qu'on limite beaucoup le surcoût sur les transports, et ça c'est aussi vrai jusqu'au 31/12/2021. Ensuite, sur les ordures ménagères, il a été fait une modification l'année dernière, puisqu'il a été décidé qu'elles allaient être envoyées à Limoges, et ça c'est vrai depuis le 1er janvier 2021. Pourquoi on a fait des changements? Justement, comme le disait monsieur Léger, parce qu'il y a des changements importants sur la taxe générale sur les activités polluantes. Ce qui est programmé en matière de TGAP, donc de ce côté-ci, vous avez la TGAP qui va concerner tout ce qui est enfouissement. Et de l'autre côté, vous avez la TGAP qui concerne l'incinération. Actuellement, il est effectivement, jusqu'en 2020, il était plus favorable d'être en stockage qu'en incinération. Sauf que voyant l'envolée des différents chiffres, nous avons proposé tout de suite de faire la modification du service et donc de plutôt aller vers l'incinération, puisque dans plusieurs années, le coût sera moindre, sur la TGAP en tout cas, que sur le stockage. C'est pourquoi ça a été envoyé à Limoges qui a un incinérateur. La question de l'incinération est encore plus intéressante, notamment à Limoges, parce que derrière ils ont un réseau de chaleur. Et en fait, on nous donne plus de soutien parce que les ordures ménagères, en fait, grâce au réseau de chaleur, gagnent, entre guillemets, des
certificats d'énergie. Donc, c'est vraiment des questions assez comptables qui ont amené à une modification de l'organisation. Mais quand je disais tout à l'heure que c'est vrai jusqu'au 31/12/2021, c'est parce que nos marchés prévoient que tous les ans, il y a une clause de revoyure. Et donc, on est plus inquiet pour 2022 que pour 2021. C'est pourquoi, bien qu'on ait un léger déficit, on a proposé de ne pas faire de changement au niveau de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2021, parce qu'on se pose plus la question pour 2022. Si j'ai une autre chose, non, c'est tout. Donc par contre, effectivement, la question de Limoges va se poser, je ne sais pas où est parce qu'il y a effectivement des changements importants dans la question de l'incinération à Limoges, du fait en fait de choix différents qu'ont fait nos collègues de Creuse, puisque contrairement à nous, ils sont restés avec l'enfouissement à Gournay. Oui, donc cet après-midi, j'étais à une réunion à Guéret, où il y avait plusieurs communes qui sont impactées par ça, parce que Gournay ferme la porte au Creusois au 31 décembre 2021. Voilà. Donc, Evolis, eux autres, ils amènent 10 000 tonnes à Gournay. Et ils sont, bon, je pourrais dire, avec le nouveau incinérateur à Limoges, ils se sont impliqués avec la métropole et puis un autre. Donc, ils sont prioritaires pour amener leurs ordures à Limoges. Et nous, après, je ne sais pas, je pose des questions. Est-ce qu'il y aura de la place pour nous? Voilà. Oui, Michel. Ces débats-là, on aurait dû les avoir en commission, préalablement à la réunion du Conseil communautaire, parce qu'on voit bien qu'il y a des enjeux qui sont considérables, notamment en termes de services rendus et du service rendu à la population. Historiquement, du temps de Mousson-Pelletain, on avait d'abord un enfouissement à Saint-Sylvain-Balroc, qui ensuite s'est transformé en enfouissement à Gournay. Et à l'époque, avec le plus grand rappel, avec Robert Puisset, nous avions pris pied à l'incinérateur de Rosier des Gletons, en sachant que nous payions un petit peu plus cher, mais parce que nous savions déjà à l'époque qu'à terme, Gournay fermerait. Nous savions déjà. Et on s'était dit, et c'était le discours que nous avait tenu, puis il y a d'autres fois quand on y était allé. Non, c'est le discours qui nous avait été tenu sur place, c'est que l'incinérateur des Gletons n'accepterait d'augmentation de volume que de la part de ses clients déjà existants. Donc c'est la raison pour laquelle on s'était positionné pour être client de manière à ne pas insulter l'avenir et avoir un plan B au cas où. Alors je ne sais pas si... je comprends de ce que l'on vient d'entendre que manifestement on se sert plus que l'incinérateur paye le temps, c'est un petit peu dommage. Ensuite, je dois vous dire que j'ai un petit peu de mal à comprendre qu'on présente un budget dès le départ déficitaire, alors que le vice-président en charge de ce dossier nous expliquait la dernière fois qu'il fallait absolument changer, que tous les camions étaient morts, qu'il fallait changer, qu'on n'avait pas trop des sous pour le faire, etc., etc. Le temps qui passe ne va pas améliorer les choses, bien au contraire. Donc pourquoi rester sur les taux? C'est pas parce qu'on fait un budget annexe que ça augmente mécaniquement le coût du service. Alors ça, c'est une vue de l'esprit ou c'est une incompétence totale que de penser ça. C'est au contraire, vous l'avez dit M. Ferrand, avoir une visibilité claire sur l'utilisation d'une fiscalité dédiée. Autrement dit, le produit de la TOM ne doit être consacré au financement du service d'enlèvement, de ramassage et de gestion des ordures ménagères, et à rien d'autre, et certainement pas à équilibrer le compte administratif général de la communauté de communes. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose la question de notre capacité à investir au moins sur un camion, peut-être dès cette année. Alors j'ai compris que l'exercice était complexe, voilà. Parce que sinon il faut s'interroger sur notre façon de fonctionner.
elle pourrait tout confier à des prestataires extérieurs. Et là, on n'a plus, c'est plus nous qui nous poserions la question de renouveler du matériel, etc. Il y a une autre solution, c'est de travailler sur la réduction des déchets également. Puisque nous le savons, et ça a été dit, mais je vais dire le chiffre précis, en ce qui concerne l'enfouissement, la TGAP va augmenter de 12 € par tonne, et en ce qui concerne l'incinération, elle va augmenter de 5 € par tonne. Donc moi j'aimerais savoir combien nous avons de tonnes et quel impact réel par rapport au tonnage va avoir cette augmentation subie de la TGAP. On comprend bien que la TGAP, c'est une fiscalité qui vise à inciter à faire autre chose que de l'enfouissement ou même que de l'incinération. Donc là aussi, quelle est notre stratégie en termes de développement du compostage, de ce genre de choses? Il y a quelques années, et j'espère que c'est toujours le cas, on avait sur les déchets verts passé un accord avec Jean-Louis Château pour que nos déchets verts alimentent sa production de chaleur sur le territoire de sa ferme. Voilà, donc c'est des questions qu'il faut se poser parce que, effectivement, je ne vois pas comment nous pourrions échapper, même dès cette année, à un renchérissement du taux de fiscalité de POM dès lors que des éléments extérieurs à notre gestion, autrement dit les éléments de fiscalité, la TGAP, viennent augmenter aujourd'hui le coût du service. Je ne vois pas comment on va pouvoir faire, alors que nous avons des investissements à faire. Il me semble que les décisions que nous avons à prendre, elles revêtent un caractère particulièrement important. Je voulais juste dire que la stratégie des déchets, la politique, vous sera présentée bien sûr en commission par le vice-président. Mais après, je me dis, est-ce que je dois aussi vous rappeler les causes, les raisons pour lesquelles nous n'investissons pas? Voilà, parce qu'on a envie bien sûr d'investir, changer des camions, mais notre possibilité d'investir aujourd'hui, elle est toujours à zéro. Elle est à 144 335 €. Parce que je le répète, c'est une recette qui doit être dédiée, elle ne doit être consacrée qu'au service. Même si elle est dans le budget général, elle reste dédiée. Il faudrait faire un bilan sur plusieurs années, Michel, pour voir si effectivement... Non mais là surtout, on va pas faire l'histoire. Je crois que c'est clair. Hein. On est conscient de tout ça, c'est sûr. Donc on va revenir un peu sur le... Madame Aliès voulait intervenir et ensuite je vous propose qu'on reprenne l'ordre du jour, à savoir le vote des taux de fiscalité, parce qu'on a quand même encore pas mal de travail. François Vallier pour le Luxembourg, et je serai totalement dans le cadre des taux, parce que je voudrais simplement rappeler la loi de 2015. Merci. Je voudrais simplement rappeler l'objectif de cette loi de 2015, et c'est tout simplement dans le titre de la loi. Elle est relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et elle a renforcé la priorité donnée à la prévention de la production de déchets dans les actions à mener pour favoriser la transition vers une économie circulaire et non plus linéaire. Donc, j'ai bien compris l'objectif purement comptable pour éviter d'augmenter les charges. C'est bien, c'est un premier pas. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, il faut avoir une vision au-delà d'une année comptable et budgétaire. Il faut avoir une vision sur 5 ans, 10 ans. Et puisqu'on en est aussi à se poser des questions sur l'orientation économique de notre Comcom, on pourrait aussi se poser la question de savoir si on ne pourrait pas déjà favoriser pour les déchets dégradables, biodégradables, favoriser le compostage, ce qui permettrait, de réduire, et ça c'est une étude qui a été menée au niveau du Sénat, qui permettrait de réduire de 30% les déchets ménagers. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, dans le cadre il y a aussi le cadre de la vente d'un terrain pour un supermarché. Tout le monde sait que les supermarchés ont une tendance à accroître nos déchets ménagers à cause des emballages. Donc ça augmente le tonnage. Et on est là-dedans. Troisièmement,
On pourrait aussi envisager, dans le cadre de l'orientation économique de notre communauté de communes, de voir et d'inciter une entreprise pour pour que les bouteilles de verre, parce que le recyclage des bouteilles de verre, c'est un coût écologique qui n'est pas rentable à terme. Donc il faudrait voir quand il y avait dans le temps, on ramenait nos bouteilles pour qu'elles soient réutilisées et non pas fondues, qui coûtent énormément en énergie, qui est contraire à toutes les règles écologiques telles qu'on est construit aujourd'hui. Alors avant on ne savait pas, maintenant on le sait. Voilà, donc il faudrait peut-être se poser ce genre de questions sur un long terme et pas simplement sur des questions comptables d'annualité budgétaire. Voilà ce que je veux dire. Alain École, vice-président de proximité, l'accueil et de l'économie sociale et solidaire et adjoint à la montagne. Je voulais acquiescer à tout ce qui vient d'être dit, bien sûr, puisque je suis aussi correspondant à la transition énergétique pour le pays sud creusois. Et rappeler que dans le prochain budget, et un des enjeux pour le prochain budget, ça sera aussi ça, il est prévu de créer un poste d'ambassadeur de tri, justement pour travailler sur ces questions-là et pour pouvoir directement faire des économies dans l'ensemble du ramassage des ordures ménagères en mettant en place toutes les recettes et toutes les idées, les bonnes idées que vous venez de citer, parce que ça fait en effet partie des enjeux actuels pour notre communauté de communes, mais plus globalement pour notre territoire et plus globalement encore pour notre planète. Donc c'est vrai que là on est dans des enjeux de société qui sont très importants et je crois qu'en effet le fait d'avoir un budget qui permettra ce genre d'investissement sur l'avenir sera précieux. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller plus loin maintenant et de voir un petit peu comment les choses vont se passer au niveau des efforts que les uns et les autres vont bien vouloir consentir pour qu'on ait ce budget. Merci Madame. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Lecou. Oui, bon, je partage pas mal de choses avec ce qui vient d'être dit. Alors, lorsqu'il s'agit de budget annexe, je pense que ça fait déjà un certain nombre d'années que la question revient sur le tapis. Je veux dire que j'ai posé la question il y a 10 ans, on m'a répondu c'est pas possible parce que c'est trop compliqué. Et bon, maintenant c'est possible, et cela depuis longtemps, puisqu'on a une comptabilité analytique qui permet de déterminer quelles sont les dépenses dans chaque ligne. Et cela nous permettrait effectivement, si l'on avait un budget annexe aujourd'hui, de savoir exactement où l'on en est. On ne va pas refaire ça aujourd'hui, il en est autrement, et le montant des recettes de la TEM sont incluses dans le budget global, et on en a certaines fois profité, d'autres fois c'est l'inverse. Donc aujourd'hui, on ne va pas refaire ce débat. Il faut voter ces montants, mais j'ai une question, et c'est peut-être à M. Ferrand que je vais la poser, par rapport au taux. Parce que dans certains domaines, il faut voter les taux avant la fin de l'année précédente. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour changer les taux aujourd'hui? Donc, au niveau de la DDFIP, les documents partent en début d'année. Ils sont assis sur les bases fiscales. Et est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour les changer aujourd'hui? Donc, c'est peut-être possible, je n'en sais rien, c'est une question. Et quant à tout ce que j'ai entendu concernant le traitement des ordures ménagères, la nécessité de diminuer l'ensemble de nos déchets, je crois que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas non plus ici que l'on va traiter, ça fait l'objet d'un travail en commission. Nous devons y passer du temps tous ensemble
tous ceux qui veulent participer pour pouvoir justement réfléchir à cette question, et c'est urgent de le faire pour que l'on puisse progresser. On a, je pense, tous collectivement envie de diminuer nos déchets ménagers. C'est déjà quelque chose qui est commencé. Beaucoup de gens ont chez eux un composteur. On peut remarquer qu'il y a de moins en moins dans les poubelles ou dans les containers de déchets dits ménagers. Ce qu'il y a effectivement, c'est beaucoup de paquets de plastique et autres déchets de ce genre. Et là aussi, on peut faire de gros efforts. Mais ça n'est pas lors d'une réunion du budget que l'on peut gérer ni discuter de ce problème. Donc je pense que l'on peut se donner rendez-vous à la prochaine commission des ordures ménagères pour en parler tous ensemble. Donc Monsieur Ferragant, merci d'apporter une réponse à ma question. Donc sur les votes des taux, vous avez reçu les états de fiscalité directe locale, les états 12,59 pour les communes, entre autres. Et donc il est bien stipulé que ces taux-là, vous pouvez les voter jusqu'au 15 avril pour cette année. Donc, nous avons examiné le rapport numéro 4 et je vais donc donner à nouveau la parole à M. Ferrand concernant donc le vote des taux 2021 pour les taxes foncières, sachant qu'il y a eu une réforme de la fiscalité du fait de la suppression de la taxe d'habitation. Donc, si vous voulez en dire un mot sur le mécanisme. Le choix qui vous est proposé ce soir, en tout cas, c'est de ne pas faire évoluer les taux, que ce soit le foncier bâti ou le non bâti, de conserver donc, les taux 2020. Alors, le mécanisme, effectivement, pour les communautés de communes, vous avez donc la part de taxe d'habitation qui est donc supprimée et qui est donc compensée, j'ai envie de dire presque à l'euro près, par une fraction de TVA nationale, tout simplement. On n'est pas tout à fait sur le même mécanisme que vous avez pu voir sur vos états de 59 au niveau des communes, puisque avec la fameuse application du coefficient correcteur. Donc les taux qui vous sont proposés, c'est donc de maintenir le taux 2020, et donc c'est 7,67 pour le foncier bâti. La taxe foncière non bâtie, 7,30. Et ensuite, il y a aussi la cotisation foncière, la CFE des entreprises. Alors ça, c'est le rapport suivant, qui est donc 30,17%. Voilà les taux qui vous sont proposés. Pas de remarques? Je vous propose de passer au vote. Oui. Oui, Thierry Letellier, maire de la Ville. Monsieur Fernand, effectivement, donc, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée, mais il reste la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Sur les résidences secondaires. Et on sait qu'elles sont très nombreuses sur certaines parties de territoire. La loi prévoit pour les communes de pouvoir surtaxer les résidences secondaires. Je voulais savoir si c'était possible aussi au niveau des communes. Voilà. Mais malheureusement, je ne vais pas avoir la réponse dans l'immédiat. Je vais me renseigner. Je ferai passer l'information très rapidement à Virginie pour qu'elle le communique à l'ensemble des membres. Mais je ne vais pas me prononcer. Pour le coup, effectivement, la taxe d'habitation résidence secondaire est toujours maintenue. Par contre, sur les communes, vous avez vu qu'il n'y a pas de taux, vous ne votez pas de taux pour l'instant, puisque la taxe d'habitation en fait, n'est pas totalement supprimée. Il reste encore quelques votes qui l'appellent. Donc, une fois que la réforme arrivera à son terme, en principe, vous allez avoir de nouveau la possibilité d'avoir ce levier fiscal sur les résidences secondaires. Là, c'est pour les communes. Donc, pour les EPCI, je m'en renseigne. Oui, à ce sujet-là, il n'est pas inutile de rappeler, Virginie, tu dis si j'ai des bêtises, que la fiscalité représente 72% de nos recettes. Tu confirmes? Voilà.
que si on comparait nos taux en taxes foncières bâties, la moyenne des EPCI de même taille serait de 5,72, nous on est au-dessus avec 7,67. Par contre, en non bâti, la moyenne des EPCI de même taille serait de 14,09 et là on est bien en dessous à 7,30. Et pour la CFE, la moyenne est de 27,19 et on est au-dessus à 30,17. Alors ça donne des éléments de comparaison, bien qu'aujourd'hui on ait choisi de vous présenter un budget sans augmentation de ces taxes, mais qui pourrait être, si besoin, dans l'avenir, un levier pour équilibrer nos budgets. On va donc passer aux ventes. Donc, vous avez proposé de ne pas faire évoluer les taux pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Donc pour les taxes foncières, sur les propriétés bâties et non bâties, et également sur le taux de CFE. Nous allons ensuite au rapport numéro 6 qui concerne le vote des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc on a eu le débat un petit peu en amont et donc on vous propose également, donc il y a toujours le zonage bien sûr, et de conserver les taux votés en 2020 pour la TOM. Oui. Une suspension de séance? Oui, je suis d'accord.
Oui, encore 2 personnes qui arrivent. Il manque Catherine. Denis Prioré, Alain Desjolles. Tout le monde a gagné sa place? Monsieur Moine. Je propose une explication de vote sur ce point-là avant que l'on passe au vote. Oui. Les élus vont s'abstenir, d'abord pour des raisons de cohérence, ensuite parce que nous pensons que nous manquons d'informations. On ne nous a pas dit par exemple quel était le poids de l'augmentation de la TGAP par rapport aux dépenses totales du service. Et enfin parce qu'en conscience, nous avons beaucoup de mal à voter un budget structurellement déficitaire, un service structurellement déficitaire. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir. Donc nous allons passer au vote. Je vous proposais, donc, comme je vous l'ai dit, de maintenir les taux de TOM, la stabilité donc, sur les taux votés en 2020, de les reconduire pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Alors, les élus d'Aubusson, Monsieur Roger, Monsieur Moine, Monsieur Rougier, Monsieur Decourtiou, Madame Hayez, Madame Isabelle Dugo, Madame Bocula et Céline Collet-Dufay. Et Madame Agenbach. Et vous aviez un pouvoir de Benjamin Rouquet. Voilà.